journal. Merci de choisir TPT Plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ils sont nombreux qui pensent que la double crise qui cisaille le pays a été à l'origine de la motivation des Congolais à entreprendre dans divers domaines. Force est de constater que cela relève plus de la nature du Congolais que de la résultante de cette double crise. Milano Royal nous en parle. Au-delà de tout préjugé, les Congolais de façon générale ont toujours été débrouillards. Les Ponténégrins encore plus, selon que la capitale économique Pointe-Noire, la ville pétrolière par excellence du Congo, a toujours regorgé de petits boulots. Cependant, avec la double crise financière et sanitaire auquel fait face le pays, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour les Congolais. La jeunesse particulièrement. Voilà ce qui fait que cette couche vulnérable de la société s'évertue à mettre en place des petits business pour pouvoir joindre les deux bouts. Nonobstant la situation sanitaire et financière critique du pays. J'ai commencé le commerce avant. C'est le Congolais qui est venu aider les jeunes. Avant, les jeunes n'étaient pas comme ça. Ils étaient souvent dans les bureaux, ils étaient souvent d'autres choses. On doit rester à la maison, se balader. Mais depuis que le signe de la Covid est là, le chômage est là, la crise est là, peut-être qu'avant, les parents s'occupaient des jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'argent, les parents aussi n'ont plus l'argent. Donc, ils ont préféré s'aller travailler à chercher de mieux ailleurs pour s'en sortir. La volonté des Congolais à entreprendre n'est pas née de la dernière pluie. Elle n'est pas non plus la résultante des différentes crises auxquelles la République se doit de trouver des solutions, mais plutôt une nature profonde qui laisse entreapercevoir une envie profonde de réussite et de se développer pour s'éviter une mort gratuite dans la Méditerranée comme les autres jeunes à travers le monde. La société congolaise est une société telle que le statut social définit ce que l'on est censé représenter vraiment. Pour ne pas dire que le Congolais tient à ce qu'il projette comme image dans son milieu de vie. La crise sanitaire n'a donc fait qu'accentuer la débrouillardise congolaise en la transformant en une volonté manifeste d'entreprendre dans divers domaines. C'est ce genre de potentiel à l'actif des jeunes Congolais que les autorités se devraient juste de capitaliser et canaliser pour le grand bonheur de la nation. Le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise a été clôturé le mercredi 10 novembre dernier. Plusieurs responsables des entreprises et quelques autorités nationales ont profité de cette deuxième journée pour éclairer la lanterne des participants de marque présents à cette cérémonie. Le point avec Elios Wabi. Bonjour à toutes et à tous, Mbote Nabino. Suite et fin ce mercredi 10 novembre 2021 à Paris en France du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Pour cette deuxième journée riche en exposés, plusieurs entreprises qui ont fait le déplacement de Paris ont profité de cette plateforme économique pour lister tous les dispositifs et outils à même d'accompagner les ressortissants congolais qui vont faire le choix courageux de rentrer en République du Congo. Par exemple, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, n'est pas passée par 4 chemins pour inviter ses compatriotes de la diaspora à faire un choix raisonnable dans le secteur du bois. Le secteur que j'anime travaille en partenariat public-privé avec des partenaires investisseurs, souvent qui viennent de nos partenaires de l'étranger. Ici, on a eu l'exemple de CIBOLAM animé par un groupe financier singapourien. Nous avons des capitaux français, nous avons des capitaux italiens et autres. C'est pour vous dire que nous avons besoin de cette mixité pour travailler. Même si nous voulons la congolisation des postes, mais nous n'allons pas travailler seuls. Nous avons besoin des partenaires étrangers pour s'associer à nous, pour développer ce secteur important, comme on l'a dit, économiquement pour notre pays,
parce que contribue à l'économie nationale, mais également c'est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Je voudrais juste vous dire également, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Madame la directrice générale, chers compatriotes, qu'il y a beaucoup de métiers innovants dans le cadre de ce secteur. La vente de carbone, la négociation, la diplomatie environnementale. Nous avons beaucoup de métiers émergents dans le cadre de l'écotourisme, le développement de l'écotourisme, ainsi de suite. Nous avons donc besoin de vous pour venir nous accompagner dans le cadre du développement de ces secteurs. C'est ce que je voulais dire pour finir. Je vous remercie encore, Monsieur le ministre, de nous avoir associés à cette initiative, je crois, première dans notre pays. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Merci. L'une des entreprises pourvoyeuses d'emploi est la Congolaise industrielle du bois, CIB en sigle, du groupe OLAM. D'ailleurs, M. Malik, vice-président Afrique-Europe de la CIB, une société gérée avec un minimum d'expatriés, nous fait découvrir son domaine d'action. CIB, c'est une entreprise, comme je dis, c'est installée depuis 1968. Nous sommes les plus grands concessions forestières de bois tropicaux certifiés FSC del monde. Notre totale superficie, c'est 2,1 millions hectares. Et par rapport aux surfaces, juste pour donner une idée, c'est un tiers des surfaces de le pays suisse. Et c'est impressionnant, c'est Congo, c'est un pays qui est cœur de la certification et un des pays au monde qui a commencé avec certification des bois tropicaux. Et notre forêt, aujourd'hui, c'est très important pour les bois soutenables. Et CIB, c'est un exemple pour le développement forestier soutenable. Aujourd'hui, les bois de CIB, c'est vendu 75% dans les Unions européennes et États-Unis. Et pourquoi c'est possible? Parce que les bois sont certifiés, la République du Congo a adopté les normes certifiées, normes soutenables. À cause de ça, ça donne la possibilité de sociétés comme CIB pour développer notre compétence dans les marchés qui valorisent les qualités des bois du Congo. Une autre structure a eu le privilège de se faire connaître lors de ce premier forum. Il s'agit du réseau des premières. C'est un réseau d'entrepreneurs innovantes. Allons à sa découverte avec le DG de cette structure, M. Fournier. Aujourd'hui, l'objectif du programme est multiple. La première, c'était vraiment déjà de commencer par un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des femmes congolaises. Donc on a pu en faire 2 promotions, je vais vous détailler un tout petit peu après. L'idée vraiment, voilà, c'est donc par l'intermédiaire du programme START. Le deuxième niveau qu'on va bientôt commencer, c'est le programme Go qu'on va déployer. Donc là, comme j'expliquais aussi, c'est vraiment le côté de mettre une création d'entreprise en place. L'objectif dans ce programme-là, avec le soutien aussi de l'AFD, c'est de créer un événement dans le premier semestre 2022, justement lié autour du sujet de l'entrepreneuriat féminin, de pouvoir parler effectivement de ce qui est possible de faire, de mettre en avant des porteuses aussi, de mettre en avant des femmes qui ont réussi pour inspirer d'autres femmes à le faire. Et enfin, le 4e point, c'est vraiment de contribuer à promouvoir ces promotions, ces formations avec une structure vraiment autonome. L'idée, c'est pas que ça soit piloté par la France ou par Paris, c'est vraiment que ça puisse exister par soi-même sur l'entité directement au Congo. C'est comme ça en fait qu'on voit les choses, parce qu'en fait c'est une autonomie, une façon de voir et une expertise locale qui est importante, et chaque territoire a ses spécificités. Quant à la société Perenco et Brazamal, elles ont exposé leur potentialité à travers des vidéos explicatives. En somme, la moisson était bonne et le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec l'appui de l'ACPE, Agence congolaise pour l'emploi, a eu raison de prendre cette initiative de mettre en avant le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui est au cœur de ce forum, car il s'agissait de déceler les talents et les mettre au profit d'entreprises pourvoyeuses d'emplois stables. Rien à voir avec ce qui précède. Bon nombre de Congolais ignorent presque l'existence d'une journée dédiée aux stagiaires. En effet, le monde célèbre la journée internationale des stagiaires le 10 novembre de chaque année. Même les pouvoirs publics semblent aussi l'ignorer. Un reportage signé Milano Royal à propos de cette journée internationale.
ça fait la réflexion, ça peut venir. Oui, je me rappelle. Comme vous avez sans doute pu le constater, les Congolais en majorité ignorent l'existence de la Journée internationale des stagiaires. Célébrée dans le monde le 10 novembre de chaque année, cette journée a été instituée pour montrer la place et l'importance du stage dans l'amélioration des compétences acquises lors des formations ou des études professionnelles. Elle met également en lumière la nécessité de rémunérer les stagiaires, car selon certaines études menées dans le monde, la plupart des stages ne sont pas du tout rémunérés, faisant passer les stagiaires pour des nécessiteux au prix de la surenchère des stages. En outre, certaines entreprises aux habitudes malveillantes ont transformé les stagiaires en véritables travailleurs, tout en gardant leur statut de stagiaire, au prix, nous semble, de leur naïveté. Pourtant, c'est bel et bien ces stagiaires qui font tourner la machine, un phénomène qui se fait légion dans les pays africains, au Congo particulièrement. Les services d'inspection du travail dédiés à cette tâche sont, on dira, démissionnaires. 10 novembre, journée internationale des stagiaires, une journée que tous et surtout les chercheurs d'emploi devraient connaître pour ne pas que cette situation perdure dans le temps et que chacun connaisse ses droits. La journée n'a pas été célébrée chez nous, aucune déclaration gouvernementale autour du stage et des stagiaires, comme quoi, pas d'intérêt, pas d'action. Pour prétendre réguler la vie en société et espérer le développement, est-ce qu'il nous faut beaucoup de lois et beaucoup d'institutions? Le problème, c'est la faiblesse de la loi. C'est pourquoi il faut beaucoup de lois ou l'absence de l'application de la loi. Trop de lois tue la loi, trop d'institutions tue l'institution est la thématique de ce reportage de Djiv Tivongo. La loi, ce terme revêt depuis son essence un caractère irréversible, en ce qu'il est porteur de commandement, de puissance et d'autorité. Si bien que, toutes les fois qu'une loi est prise ou est votée, cette loi, pleine de puissance et d'autorité, une fois appliquée, suffit à elle seule pour réguler, ordonner et discipliner la vie dans un secteur donné. La même chose qu'une institution, une seule, dotée de l'autorité véritablement indépendante, suffit pour jouer le rôle régalien à elle confié, pour la bonne marche d'un État, le bien-être d'un peuple. Lorsque la volonté de bien faire les choses est là, de bien administrer les autres, de bien diriger le pays, ça n'a naturellement pas besoin de saturation. Ça n'a naturellement pas besoin de trop de lois. 2, 3, voire 4 lois ou institutions pour réguler une même problématique politique, administrative, financière ou matérielle. C'est pour la plupart des cas, lorsque la volonté d'appliquer les lois ou les normes est aux abonnés absents, qu'on procède à la multiplication des lois et institutions, propres à alourdir simplement la machine et finalement à tuer la loi, au grand bonheur des ayatollahs. Voilà qui sous-tend l'assertion selon laquelle trop de lois tue la loi. Le Congo semble passer maître dans cette façon de faire, dénoncé à haute et intelligible voix par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la faveur de son discours d'investiture du mandat en cours. Si déjà les textes d'application posent problème, combien bien plus l'application elle-même. L'on comprend donc aisément que l'on prend beaucoup de textes, l'on institue plusieurs institutions qui se révèlent après être budgétivores pour couvrir certainement notre volonté de ne pas faire appliquer les textes, asphyxiant ainsi le trésor public, surtout en cette période de vaches maigres. Trop d'institutions tuent l'institution, des institutions souvent en trop, au point que les missions des unes se confondent à celles des autres. Tenez, pour la seule gestion des finances publiques, une foultitude de services et institutions. Croyons faire de l'orthodoxie financière, bien au contraire, creusons la tombe de nos finances publiques et nous en souffrons jusqu'ici. Alors qu'un seul service financier, avec toutes les branches y afférentes, travaillant avec rigueur et abnégation, suffirait pour une gestion orthodoxe de nos finances publiques. Trop de lois tue la loi, trop d'institutions tue l'institution.
Nous avons eu réalisé un micro-trottoir au lendemain du lancement de l'opération Coup de poing Covid-19 à Pointe-Noire par le Premier ministre Collinet Makosso pour jauger comment est-ce que les Pontenegrais ont accueilli ces nouvelles mesures gouvernementales quelque peu coercitives pour épargner les Congolais contre cette pandémie. Steve Chivongo et Merioska Bakotana pour ce reportage. Non, na likamwana bon bazana raison na bango to boité mais sauf que tant on ça la vaccin bazo pesa carnet bazo promesse ba carnet donc moto ko ça la vaccin ba pesa carnet ndenge nini bagoye ba moto ya du vaccin na d'accord président tango do accepter que to du vaccin na d'accord pour na wana bazo boya na bango etali bango wana ko yaka ba yebita na boité donc on a bazoboya ni bango wana bazota mutu makasi na likongo marché sauf que depuis la semaine passée j'ai pu avoir mon vaccin la première maladie de Johnson mais jusqu'à présent il n'y a pas de passe sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de prendre le vaccin là-bas mais il n'y a pas de passe sanitaire. On nous remet juste les photocopies. Et comment on va circuler? Est-ce que les photocopies là vous allez nous compliquer? C'est ça le problème. C'est ça qui vraiment me cœur. Sinon le vaccin, nous on prend le vaccin, nous sommes dans le marché, on est vacciné. Moi tel que je ne veux pas, je suis vacciné, mais sauf que je n'ai pas le passe sanitaire. C'est le cas, vous le marché. Sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que l'État est mieux placé à répondre à cette question. Je me désiste de répondre à cette question. Parce que cette question relève les compétences de l'État. Vaccin est bien. C'est obligatoire que tu sois vacciné parce que malade qui n'a pas là. Peut-être qu'on a respecté le vaccin. Mais vraiment mal à l'aise. Mais t'as marqué que c'est le cas. C'était pendant vrai tout ça n'a pas mal à l'aise. Mais qu'on n'a pas obligé d'être obligatoire. Que tu sois vacciné, n'a pas mal à l'aise. Malade qui n'a pas parce que tu vas être traqué. Papier, ça fait, tu vas t'arriver à faire, tu vas mettre jusqu'à 3 personnes. Les 3 personnes, on reprend dans le chauffeur, on va pas. Mais mal à l'aise, on a fait ça. La bête va y dire que mal à l'aise, bête va dire que ça va vaccin. Bête va y dire que ça n'a pas, bête va dire que ça va vaccin. Va y dire que va foutre bête va dire ça va être 150, va foutre le bête va dire ça va être 4 personnes à ma toile. Parce que ma bête fait bien. Corona bête va dire que ça va vaccin. Donc quand il dit que mal à l'aise, quand il dit que va bise parce que la chauffeur qui n'a répondu c'est l'homme qui n'a pas la police va marcher pour on a simba mais mal à l'aise va que simba mal à l'aise dans la laisse d'abord il dit que mal à l'aise vous avez déjà vaccin avec la voix normale les autorités vont se pacter mal avec la télé attention à bakaya au lieu que vous la population va pas plus là mais tu dois vaccin ça me protéger beto ou bien vaccin ça me beto que même si vous soyez que vous soyez malade laquelle cause est parce que vous soit vaccin même malade que vous soyez mais que la voix est caca que na diabète que soit bien parce que nous que na kifu vous voulez que soit mauvais vaccin maintenant quelle carte que va na muna di boki muka bana kuna tambulana yao ye madame la kis carte ça muka na kifu la police kama mais parce que l'on est pour l'hôpital ba que na demander kaka ba que na salave bet bas examen na vous avez pas fait muka na sucre glycémie mais comme ça le fait bas examen muka ça que mon diabète ba salave bet na bas examen pour que na musaba eta aussi bet que na parce que ça de vaccin ça bas examen mais pas fait muka na malade parce que muka ça na mon parce que malade quelle kim que na moun muka na demander bet nous se faire vacciner même ba inike ko taba mal à l'aise ni abet banche kusi na bazandu bet ko na ko se faire vacciner mais imbi ke kuna ikena wabantu kele wa mutu kena organisme yan moun parce que ikena wabantu imina bilen wa cigarette mais moun noir cigarette moun noir pas une fois mais moun noir toute la journée moun noir cigarette vous sortir la mouver peut-être vous sortir ni fièvre na basak na mo ba kubachu mutala et ba bantu ni ke noir ba cigarette ba bika ba la ndwe moun.
Page internationale, à présent, la Libye au cœur d'une conférence internationale ce vendredi 12 novembre 2021 à Paris est engagée dans un processus politique parrainé par l'ONU visant à mettre fin à la décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. France 24. Une décennie de chaos. Entre 2011 et 2021, la Libye s'est enfoncée dans une crise multidimensionnelle sans précédent. Sur le plan politique, tout d'abord, après la chute de Muammar Kadhafi au pouvoir depuis plus de 40 ans, de nombreuses milices font la loi. Des élections sont alors rapidement organisées, dès 2012 puis en 2014, mais elles échouent à mettre en place un gouvernement stable, le pays étant divisé en deux. Après des années de conflit entre l'Est et l'Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire est désigné début 2021 sous l'égide de l'ONU. Il doit désormais mener la Libye à la première élection présidentielle de son histoire, le 24 décembre prochain. Plusieurs candidats potentiels, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga, le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, l'homme fort de l'Est du pays, et Saïf al-Islam Kadhafi, dont le portrait trône fièrement aux côtés de celui du guide suprême, son père, à l'entrée de la ville de Bani Walid. Dans ce fief du kadhafisme, les habitants ne cachent pas leur nostalgie. La révolte de 2011 n'a apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays. Nous sommes restés fidèles à notre guide Muammar Kadhafi et nous serons fidèles à Saïf al-Islam. La crise est également sécuritaire. Selon l'ONU, plus de 20 000 mercenaires étrangers combattent actuellement en Libye. Des Russes, du groupe Wagner, des Syriens mais aussi des Turcs. Une présence qui handicape au quotidien le développement de la souveraineté nationale libyenne. Frédéric de Klerk s'est éteint au Cap des suites d'un cancer à l'âge de 85 ans, dernier président blanc de l'Afrique du Sud. Il a mis fin à l'apartheid lorsqu'en 1990, il a autorisé les partis anti-apartheid et libéré le chef de la scène Nelson Mandela en prison depuis 27 ans. TV 5 Monde pour ce reportage. C'est devant le Parlement que le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à l'un de ses prédécesseurs, désormais disparu. C'était le leader d'un parti qui était largement discrédité à cause du rôle joué par le Parti national dans la mise en place de l'apartheid. Mais il a eu le courage de s'écarter du chemin pris par son parti depuis 1948. Et le monde entier se souviendra de Frédéric de Klerk pour cela. Son histoire, c'est celle d'un président blanc à la tête d'un pays majoritairement noir. Le dernier président blanc d'Afrique du Sud pendant l'apartheid. L'homme qui a su mettre fin à 350 ans de ségrégation. Pourtant, à l'origine, rien ne prédestinait ce fils de famille ultra-conservatrice, pur produit d'un régime raciste, à en devenir le fossoyeur. Lorsqu'il devient député puis ministre dans les années 70, l'Afrique du Sud est déjà secouée par des émeutes. Lorsqu'en 1989, il prend la tête du pays, la contestation ne cesse de monter. Free Nelson Mandela now! L'Afrique du Sud étouffe sous les sanctions internationales. De Klerk, l'apparatchik pragmatique, sait qu'il doit conduire des réformes. Le 2 février 1990, il fait une annonce historique. Je vais le dire simplement, le gouvernement a pris la décision ferme de libérer Nelson Mandela sans condition. Nelson Mandela, le chef de l'ANC en prison depuis 27 ans, est libre. Le pays entre dans la transition démocratique. L'apartheid prend fin, De Klerk et Mandela négocient. Les deux hommes reçoivent ensemble le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, Nelson Mandela remporte les premières élections multiraciales d'Afrique du Sud. Et Frédéric de Klerk se retire de la vie politique. Pour lui, la fin de l'apartheid a permis d'éviter une catastrophe. Sorti les Blancs de leur isolement et de leur culpabilité, et permis aux Noirs d'accéder à la dignité et à l'égalité. Mais sur les dernières années de sa vie, il multiplie les déclarations contre le pouvoir de l'ANC et la société sud-africaine qu'il juge racialement restrictive. En 2020, il déclenche même la polémique en niant que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité, avant de se rétracter. Nombre de Sud-Africains lui reprochent de n'avoir jamais présenté d'excuses complètes pour les crimes de l'apartheid. C'est désormais chose faite, dans une vidéo posthume publiée ce jeudi par sa fondation.
Laissez-moi aujourd'hui le répéter dans ce dernier message. Je présente mes excuses sans réserve pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a infligés aux Noirs, Bruns et Indiens d'Afrique du Sud. Frédéric de Klerk s'est éteint jeudi à son domicile du Cap des suites d'un cancer. Il avait 85 ans. Dernière information de ce journal, l'ONU a affirmé hier jeudi 11 novembre que l'Éthiopie retenait 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial dans une ville du nord du pays, située sur la seule route permettant l'acheminement d'aide humanitaire au Tigré, région ravagée par la guerre et la famine. France 24. En l'espace de quelques jours, les arrestations d'employés de l'ONU ou de contractuels se sont multipliées en Éthiopie. Depuis mercredi, quelques 70 chauffeurs du programme alimentaire mondial sont retenus par les autorités, qui n'ont donné aucune information sur leur origine ethnique, mais il semblerait qu'ils aient enfreint la loi. Un employé de l'ONU doit respecter la loi du pays. Nous ne sommes pas dans l'espace, mais en Éthiopie. Chacune des lois du pays doit être respectée. Sans cela, ils seront tenus responsables, qu'ils soient à l'ONU ou dans l'Union africaine. L'augmentation des détentions coïncide avec l'entrée en vigueur de l'état d'urgence dans le pays. Il a été décrété la semaine dernière par le gouvernement d'Abiy Ahmed, alors que la capitale est menacée par les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, en conflit avec Addis Abeba depuis un an. Plusieurs milliers de Tigréens seraient en ce moment détenus de manière arbitraire. 22 employés de l'ONU et membres de cette ethnie ont été arrêtés mardi après un coup de filet. Une dizaine seraient encore en détention. Jusqu'ici, nous n'avons reçu aucune explication officielle. Un nombre important d'employés de l'ONU et des contractuels engagés par le PAM sont encore en détention. Nous poursuivons notre discussion avec le gouvernement pour assurer leur libération. Des efforts diplomatiques aussi, menés notamment par l'Union africaine et les États-Unis, avec le soutien des Nations Unies, se sont intensifiés ces derniers jours pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Mais l'ONU rencontre des difficultés. Elle est régulièrement accusée d'ingérence par l'Éthiopie. Nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.